vais vous faire le résumé, la synthèse de mes 1243 premiers kilomètres avec ma Tracer 9. D'abord un historique rapide, j'ai mon permis A2 depuis près de 4 ans, j'ai fait 2 ans en Tracer 700, 18 mois en Tracer 900 GT et du coup là je me suis fait le cadeau de me prendre la Tracer 9 GT. Beaucoup de choses à dire, j'ai déjà fait pas mal de vidéos et c'est vrai que la moto est tellement agréable, tellement sympa que je me suis mis à faire des vidéos avec une GoPro achetée pour l'occasion. Niveau protection, j'en parle dans une autre, j'étais sur la voie express, je vous mets la petite séquence spéciale protection sur la voie express là maintenant là. Alors on va faire un petit peu de cas de voix pour parler de protection du pilote. La bulle position basse protège déjà pas mal, il faut mieux se recroqueviller un petit peu en avant. Et si on veut conduire buste droit, voilà, on peut, hop, en roulant, donc là avec le régulateur de vitesse, sans le régulateur de vitesse, ou à deux mains si vraiment il y a besoin, mais je vous déconseille quand même, remonter la bulle et dans ce cas là on peut se redresser un peu le buste, avoir le torse plus droit en étant quand même déjà plutôt bien protégé. Donc au niveau protection du casque, le flux d'air est bien dévié, donc c'est très agréable. Au niveau du torse, protection du torse, comme la bulle est assez profilée et assez fine à la base, on sent bien le courant d'air sous les épaules, donc les bras sont peu protégés. L'option bulle large est vraiment beaucoup plus large aussi en bas, en plus d'être plus haute, elle est plus large. Et on a sûrement un bien meilleur confort. Je me suis mis les poignées chauffantes, j'ai mes gants d'été et j'ai démarré, il faisait 15 degrés, là, enfin 13, là il fait 15. Les pare-mains me protègent quand même vachement mieux que sur la Tracer 9. Et là je voulais les mettre un petit peu chaud, donc là, on a plein de réglages possibles, il y a 10 réglages, c'est un peu étonnant mais ça le fait bien. Donc voilà, confort, voie express validée, et on peut faire de la route et aller faire des jonctions rapides sur des routes plus sympas, sans avoir forcément à prendre l'option bulle haute qui est à 169 €. Et sur la Tracer 9, la bulle de la Tracer 9, il y a également en option à 119 €, je crois, un déflecteur supplémentaire. Bon, moi j'aime pas trop rouler avec ça parce qu'en général c'est plus dans le champ de vision et les petites fixations, moi j'aime pas trop, mais ça peut servir pour des gens qui roulent dans le grand froid. Et voilà. Niveau ergonomie, alors niveau ergonomie c'est à la carte. On peut avancer le guidon. Alors, il faut le faire en concession, c'est conseillé. Ça l'avance de 9 mm je crois et le rehausse de 4. J'ai voulu le tester, j'ai voulu le faire lors de la révision des 1000 et puis je pense que mon concessionnaire était un peu surbooké et il m'a dit ouais c'est un peu long à faire, du coup j'ai lâché l'affaire. L'autre élément qu'on peut modifier soi-même c'est la hauteur de selle. J'avais testé la mise en position haute, j'ai une petite vidéo aussi à ce sujet. Par contre, le retour en position haute, j'avais refait 1h30 de route en position haute et alors c'était la deuxième heure et demie, enfin j'arrivais à 3 heures de route, donc c'était peut-être lié à la durée totale de route, mais j'étais moins bien installé. Et là je viens me caler, c'est un autre point. Je reviens après sur la selle haute. En première,
j'ai un peu plus de mal à trouver le point de patinage. La première est un peu plus longue, et donc faut être vigilant. Faut pas parler en même temps, sinon on cale. Donc oui, la hauteur de selle, comme quand on met la selle en position haute, ça l'avance aussi. Je pense que moi je suis moins bien installé en position haute, parce que du coup je me retrouve avec les pieds plus sur l'arrière et c'est une position moins agréable. Donc pour revenir au confort de la selle d'origine, c'est un confort ferme. Mais suivant les gabarits, ça le fait. Moi je suis plutôt crevette avec mes 65 kg pour 1m80. Et même si effectivement le confort est ferme, j'ai pas de sensation enfin j'ai jamais de douleur et de sensation d'inconfort sur des trajets de moins d'1h30. La seule fois où j'ai eu de l'inconfort, c'était au bout de 3 heures de route et en selle position haute qui donc avance. Donc au final je suis pas vraiment sûr que ce soit la position haute ou le confort de la selle qui soit limité. Mais en tout cas, en dessous d'1h30, moi j'ai aucun souci. Comme la selle est un peu plus large à l'entrejambe que la Tracer 900, ça marche très bien. Donc la forme de cuvette, je mettrai la petite vidéo où je parle de la cuvette, au final on s'y fait. Alors parmi les éléments de confort, il y a également le duo. Alors j'ai refait une vidéo dédiée, vous aurez le lien en commentaire. Mais en tout cas le duo a été validé haut la main, notamment en comparaison avec la Tracer 900 qui disposait d'un écartement ridiculement faible entre les 4 pieds pilote et passager. Alors au niveau de l'ergonomie de la moto, il y a un petit sujet sur la pédale de la béquille centrale. Là j'ai le talon qui touche, vous devez voir, vu le positionnement de la GoPro, vous devez voir. Mais en fait, c'est un faux problème, puisque moi ça m'a jamais empêché de reculer le pied. Par contre, des fois, effectivement, quand je suis en position en appui sur la pointe des pieds, pour me détendre un peu la cheville, j'ai tendance à baisser encore plus le talon. Et là, effectivement, je touche l'ergot de la béquille, qui en plus est sur ressort, donc c'est pas un contact gênant. Et en tout cas, voilà, ça m'a jamais empêché de reculer. C'est d'abord je recule et après je baisse mon talon et là je touche. Sur la Tracer 900, on était en contact avec le support des repose-pieds passagers et c'était un petit peu plus gênant. Parce que là, quand on le tapait dedans, ça s'arrêtait net, la course du pied. Donc voilà, un petit défaut d'ergonomie pas rédhibitoire du tout. Pour régler le problème, il y a la solution aussi de remonter les repose-pieds. On peut les remonter de près d'1 centimètre, je crois. Et là, du coup, ça doit vraiment régler le problème. Au niveau de la hauteur des cale-pieds, en usine, ils sont réglés position basse. Les testeurs arrivent à faire toucher les cale-pieds dès le premier jour. Moi, vu que je suis pas un pilotage pro, j'ai pourtant l'impression de donner de l'angle dans les virages. Quand je vois l'usure des pneus, je trouve que c'est quand même relativement correct. Mais je n'ai jamais touché les cale-pieds en position basse. En tout cas, si vous voulez vraiment attaquer dans les virages, vous pouvez monter
les 4 pieds. Alors, bilan après 1000 km sur ma Tracer 9 GT. Un rappel, une évidence que l'importance dans la vie, c'est le couple. Le couple du moteur du nouveau CP3 est vraiment plus présent à bas régime, ce qui permet de faire des choses qu'on ne faisait pas trop avec l'ancienne Tracer que j'ai eu pendant 18 mois. Genre rouler à 30 en quatrième, elle aimait pas trop, ça broutait un peu. Bah là ça broute plus du tout, c'est assez impressionnant. Et l'autre point aussi, on va passer le rond-point en quatrième pour vous montrer. Hop. Donc, je suis à 30, je réaccélère, ça broute à peine. Et la sonorité. Donc une élasticité que j'avais trouvée jusqu'à présent que sur les parmi les motos que j'ai pu essayer sur les 4 cylindres Kawasaki de la VR6 et de la Ninja 1000 et 6. Et là je trouve ça vraiment extrêmement agréable de pouvoir rouler à bas régime et se faire plaisir avec un son très rauque. On a vraiment un changement de la sonorité du moteur. J'ai toujours cru que la sonorité du moteur me concernait pas trop, je n'avais pas d'attente par rapport à ça. J'ai commencé par une Tracer 700 avant d'avoir la Tracer 900. Mais c'est aussi que ce sont des motos qui n'ont pas une sonorité très, très présente et ça me dérangeait pas. Mais là, sur la Tracer 9, cette sonorité est vraiment plaisante, sans pour autant être forcément extrêmement bruyante. Je vois pas trop l'intérêt quand je démarre de réveiller la moitié du quartier. Donc bah, la bande son validée. Le shifter. Ah, le shifter. C'est presque ce qui se voit le plus quand on change de Tracer, qu'on passe de la 900 à la 9. Donc le shifter à la montée, fluide, excellent, utilisable dès 2500 tours. Il marche très bien. À la montée, je dirais. À la montée. À la descente, il est un petit peu plus raide. Et de toute façon, il ne marche pas à très bas régime. Donc il faut quand même utiliser, comme on fait comme moi, des passages à bas régime avec le nouveau CP3, bah, faut rétrograder en utilisant l'embrayage qui est très souple. Ça se passe très bien. Là où le shifter à la descente se démarque, c'est en conduite dynamique. Quand on arrive sur un virage et qu'on veut rétrograder, il gère une petite accélération, il remet les gaz en automatique quand on shift à la descente et ça fait un bruit super sympa. Le shifter, c'est top. Et donc le shifter, si vous prenez une Tracer 9 standard, prenez l'option shifter, vous ne le regretterez pas. Les modes de conduite, j'en parle aussi dans une autre séquence que je vous mets là et puis je reviens après. Actuellement je suis en mode 2, il y en a 4 désormais. On m'a posé la question, est-ce que c'est que du marketing ou pas, les différents modes? La réponse est non. Le 4e mode est bridé à 100 chevaux. Il n'y avait pas de mode bridé sur la Tracer 900.
ça permet vraiment d'être encore plus serein sous la pluie. J'ai roulé sur route humide et du coup en mode 4 on est effectivement très serein. La montre d'origine est très bien aussi, validée sur route humide également. Les différents modes sont très progressifs, on n'a plus l'à-coup. Ceux qui aimaient le mode on-off du mode A de la Tracer 900 vont être un peu déçus parce que là c'est le mode 1 est plus progressif, plus gérable, mais il a une patate de malade aussi. Donc oui, la bonne son qui va bien, c'est pas mal. Les modes de suspension. Alors les modes de suspension, j'ai roulé quasiment tout mon rodage en suspension A2 et j'ai testé sur ma dernière sortie mode suspension 1. Comme j'attaque pas tant que ça, je suis encore en rodage et j'ai une conduite quand même plutôt tranquille. La différence, moi je la ressens pas tant que ça. La suspension en mode confort est déjà plutôt ferme. On peut déjà, ça plonge pas trop quand on freine à l'approche d'une courbe. On sent bien qu'il y a quand même un peu moins de confort sur route dégradée. Mais voilà, moi la manière dont je la pilote, j'ai pas vu de différence majeure, mais je pense voilà, c'est juste parce que je suis encore en rodage, parce que je roule plutôt cool. Mais sur le principe, je trouve ça quand même génial de pouvoir ajuster sa moto au guidon entre deux usages. Niveau autonomie, c'est pas mal, c'est mieux que sur la Tracer 900. J'arrive à 315, là j'ai eu la réserve qui s'est alignée à 315 km avec 5 litres de moyenne. Et une contenance de réservoir peut-être un petit peu supérieure que sur la Tracer 900. Et une consommation un petit peu moindre, on arrive à plus d'autonomie. Alors, concernant le bilan et les alternatives. Déjà, est-ce que je regrette ou pas d'avoir remis 3500 € pour passer de ma Tracer 900 GT qui avait 6000 km et 18 mois pour une Tracer 9 GT neuve? Eh ben non, je ne regrette pas. Alors déjà, j'ai discuté sur le forum Tracer, des gens qui vont voir le concessionnaire et qui leur dit qu'il faut rajouter 6000 € sur leur Tracer 900 très récente. Le prix de reprise des concessionnaires Yamaha est très faible. Il s'explique par le fait qu'ils investissent de l'argent, qu'ils l'immobilisent et que garder une moto en concession ça coûte de l'argent, donc ils doivent éviter, ils prennent un risque, donc ils sécurisent le risque en reprenant au plus bas. Moi j'ai vendu à 11 000 € sur le bon coin ma moto alors que le concessionnaire m'en proposait 8 300, donc effectivement financièrement c'est pas la même donne. Avec un prix de reprise aussi bas, j'aurais gardé ma Tracer 900. Et donc en la vendant correctement sur le bon coin, en prenant le temps de discuter avec l'acquéreur potentiel, et il y a un feeling qui s'est fait, moi j'étais en confiance et ça s'est très bien passé. Mais on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises, donc et aussi, je
je me suis retrouvé 2 mois sans moto parce qu'au moins l'avantage d'une reprise par un concessionnaire, il reprend la moto quand la nouvelle est arrivée. Alors que moi je me suis retrouvé 2 mois sans moto. Mais mon père m'a gentiment prêté sa Bandit 1200 qui a un super anti-démarrage intégré à la Bandit 1200. Je vous mets la vidéo, c'est trop la honte, mais voilà, je vous en dis pas plus. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux la démarrer? T'as mis le sarté ou pas? Oui, oui. Bon, ben, je vais essayer. Hein. Vas-y. Peut-être que simplement elle a peur de tous ces appareils. Voilà, c'est le système anti-vol de la moto. Moto starter, elle ne démarre qu'avec le bon propriétaire. Donc oui, après cette petite anecdote, la session en Bandit 1200 m'a fait relativiser l'argent qu'on dépense dans une moto par rapport au plaisir et l'agrément que ça procure. La moto, la Bandit 1200 année 2006, coûtant environ ce que moi j'ai rajouté entre la Tracer 900 et la Tracer 9, à savoir environ 3000-3500 €. Donc évidemment, au niveau prix, c'est rien à voir, alors qu'on peut déjà avoir de bonnes sensations et se faire plaisir en roulant sur une moto à 3500 €. Donc là, moi quand je roule avec ma moto à 14 000, à côté, oui, l'écart de prix est pas, enfin, l'agrément n'est pas proportionnel au prix. Mais c'est comme les téléphones, il y en a à 200 €, il y en a à 1200 €. Quelqu'un qui est fan de téléphone et qui a les moyens, il peut se faire plaisir en mettant plus cher. Il y en a pour toutes les bourses. Et donc tout ça pour dire que c'est pas parce que vous n'avez pas 14 000 € à mettre dans une moto que vous allez passer de mauvais moments ou qu'il faut arrêter la moto. Donc comparaison avec les autres modèles, en termes de gamme de prix équivalente, moi j'ai testé les Ninja 1000SX et Versys 1000. C'est des motos qui me plaisent beaucoup, j'adore le 4 cylindres. Oh, j'essaie de faire frotter les cale-pieds. Et j'ai pas essayé la BM 900 XR parce que sur le papier, d'après les tests, le moteur était plus sage et moi j'avais envie d'un moteur péchu. Et donc j'avais pas cherché plus, mais ça peut être vraiment intéressant comme alternative, la BM XR 900. Qui est même bridable à deux, donc on peut partir en direct. Donc oui, le bilan, en fait si vous cherchez encore plus de confort et de balade au long cours en duo, la Versys 1000 est peut-être mieux adaptée. Si au contraire vous cherchez une position de conduite encore plus sportive tout en gardant un minimum de protection, la Ninja 1000SX est peut-être plus adaptée. Mais si comme moi vous essayez de faire le grand écart entre des trajets du quotidien tout le temps, du duo et se faire plaisir en solo, la Tracer 9 GT est vraiment top. Si au niveau budget c'est un peu serré et que par exemple pour vous les valises c'est pas une obligation, allez voir du côté de la Tracer 9, mais offrez-vous quand même 200 € de shifter et là vous aurez vraiment un truc sympa. Vous aurez pas la suspension pilotée, mais est-ce que c'est vraiment c'est peut-être pas si
si grave que ça, donc voilà. Ou sinon là, la Tracer, pour un budget en occasion, la Tracer 900 reste un bon modèle, même si la Tracer 9 optimise des choses dans un peu tous les secteurs. Voilà ce que je pouvais vous raconter. Et donc phase 2 de rodage, je la pousse à 6005, c'est super bien. Et dans 350 km, je pourrais la conduire normalement. Dixit le manuel utilisateur. Avec une zone rouge à 10 000 tours. Et pour m'encourager dans le travail que je réalise autour de la chaîne, merci de vous abonner. A plus.